Bonjour, Ciné-Chat, c'est le talk-show qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Batman Returns de Tim Burton, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, Jean Weber. I'm Vengeance. Laurent Vachaud, votez Oswald Cobblepot. Je suis Philippe Sedbon. Quack, 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 quack. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ravi de vous retrouver, mes Ciné-Buddies. Nous sommes à quelques jours d'un nouveau reboot de la série intitulée The Batman. Nous en parlerons plus tard, mais pour l'heure, même Bat Time, même Bat Channel. Et comme à l'accoutumée, Philippe, notre inspecteur Gordon national, ouvre le dossier et nous parle de sa première vision du film et de sa relation avec le justicier de Gotham dans un chapitre intitulé « Quick, to the Batmobile ». Quack. To the Batmobile. Let's go. Alors, ma première rencontre avec Batman Returns, Oui, autrement dit Batman le défi en français, exactement. c'était en salle. Je suis allé le voir en salle parce que j'avais pas été entièrement convaincu par le premier, le Batman d'origine, mais j'avais trouvé l'univers vachement intéressant, j'avais trouvé les décors, la photo, tout ça vraiment super, et donc je m'étais dit peut-être cette fois il y a une espèce de progrès scénaristique au moins. Et bon, j'avais exactement le même sentiment que sur le premier, un peu accentué parce que c'était plus long si je ne m'abuse, le deuxième. Oui. Et je trouve que c'est le même problème, il n'y avait pas de scénar. Et en plus, problème récurrent, et qui a été récurrent dans plusieurs films de Batman, c'est que le héros n'arrive pas à s'extirper du scénario. C'est-à-dire qu'il est jamais en vedette, toujours en réaction aux autres personnages, et qu'il n'est pas vraiment fascinant, ce Bruce Wayne Batman. Donc voilà, j'ai eu ce même sentiment d'insatisfaction, tout en trouvant des choses formidables, donc Catwoman, etc. Et à part ça, je suis un grand fan de Batman, moi, du personnage. C'est mon personnage de comics préféré. Ouais. J'adore Batman de l'époque Neil Adams et tout ça. C'était vraiment un personnage extraordinaire à qui on n'a encore jamais rendu justice. Peut-être dans le prochain, je sais pas, mais... En tous les cas, c'est vrai qu'on en avait parlé longuement à l'occasion de Dark Knight. Toi, Laurent, ta première fois, et puis on a surtout choisi ce film en partie car c'est apparemment le seul film de super-héros que tu aimes. Donc, tu peux nous expliquer ça aussi. J'aime bien le Superman de Richard Donner aussi. Hein. Ouais. Des Batman, c'est celui que je préfère. Alors, ce que dit Philippe est pas faux, hein, mais moi, j'avais pas tellement aimé le Batman, le premier, de Tim Burton. Ouais. Alors, je l'ai vu, moi, je me souviens, en projection de presse, parce qu'à l'époque, j'écrivais pour Positif, et on a rencontré après Tim Burton avec Michel Simon pour faire une interview sur ce film-là. Ouais. On l'avait déjà rencontré pour Édouard aux mains d'argent, et puis je l'ai rencontré encore une troisième fois après pour Big Fish. Donc, c'était quelqu'un que je voyais souvent à l'époque, si je puis dire. Et alors, ce qui était particulier, c'est que c'est un gars qui est pas très articulé. C'est-à-dire que quand tu fais un entretien avec lui, il parle vraiment pas très bien. C'est-à-dire qu'il commence des phrases, il les finit pas. Donc, quand tu fais un entretien et que tu décryptes, c'est quand même assez spécial parce que tu as des phrases qui vont nulle part, donc tu peux pas les mettre dans l'entretien. Ouais. Donc, on avait fait un entretien, je me souviens, où il avait, je sais pas, 4-5 phrases comme réponse à chaque fois maximum, tu vois, c'était pas extrêmement fourni. Mais bon, il nous avait dit plein de choses. Il nous avait raconté que c'était notamment... en fait, lui, il n'était pas très, très content du premier film, hein, parce qu'il n'avait pas du tout le contrôle dessus. Donc, il avait en fait ce film-là pour essayer de reprendre la main un peu. Ce qui est étonnant, c'est effectivement à quel point c'est peu un film de Batman. Il est presque autant à l'écran qu'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Et on se demande effectivement si Tim Burton n'a pas voulu, pour se venger du premier Batman, imposer aux exécutifs un film très difficile à vendre, avec un pingouin très dégoûtant physiquement, très difficile à poser sur des Happy Meal de McDonald's, et finalement le contraire de ce que voulaient les exécutifs au départ. Ce qui explique d'ailleurs après, par la suite, l'arrivée de Schumacher avec des Batman destinés à vendre des jouets, donc beaucoup plus pour les enfants. Ouais. Mais pour l'heure, remontons à la source dans un chapitre que j'intitulerai « Comme une chauve-souris sortie des enfers ». La genèse de Batman, tout le monde la connaît. Le jeune Bruce Wayne se fait mordre par une chauve-souris radioactive et le reste appartient à l'histoire. Mais parlons un petit peu de Batman avec des dates. La naissance de Batman 1939, Bill Finger, Jerry Robinson
et Bob Kane, le créateur. On verrait que Bob Kane spoilerait Jerry Robinson et Bill Finger sans leur donner aucun crédit et qu'il faudrait attendre 2016 pour qu'il soit reconnu. Jerry Robinson, co-créateur du Joker en l'occurrence. Les années 50 voient l'arrivée de Robin, donc un Batman beaucoup plus doux, beaucoup plus pour les enfants. Au départ, Batman tue, vous avez vu, il a des flingues dans les premières bandes dessinées Batman. D'ailleurs, on voit que dans celui de Tim Burton, il tue allègrement aussi. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand il met une bombe sur le gros clown obèse, Ouais. ou quand il brûle le diable aussi avec sa Batmobile, non seulement il tue les gens, mais il les torture, il les tue de façon terrifiante. Donc c'est un vrai vigilante, il est presque plus proche de Paul Kersey, de Charles Bronson dans Le Justicier dans la ville. Il devrait demander à Alfred, va chercher mon Bat 357 Magnum. Donc les années 60, c'est 66, c'est la télévision, c'est le pop art, kapow, bang. Bruce Wayne devient Adam West, devient très campy, très kitsch. Vous aimez cette époque de Batman ? Je ne peux pas en voir beaucoup, mais quand j'en vois, j'aime bien, ça me fait rire, quoi. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, en fait, quand j'étais très jeune, j'habitais avec mes parents au Mexique, je me souviens. Et enfin, je me souviens, j'ai des souvenirs très vagues, mais je me souviens que ça passait à l'époque. Et je regardais ça, moi. En mexicain ? Ça devait être en mexicain, ouais. Enfin, mais je me souviens de quelques images que j'ai revues après, bien sûr, quand c'est repassé ici. Mais j'avais acheté, je sais pas, il doit y avoir des photos de moi à 3 ans où il y a des costumes, je suis en costume de Batman parce que c'était très populaire à l'époque, tu vois, quoi. Tu as toujours cette photo ou pas ? Je dois l'avoir, oui. Tu pourrais me l'envoyer ? Non, je me méfie de l'usage que tu vas en faire. Mais non. Mais j'avais la bagnole, j'avais tous les trucs. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'est également mon héros préféré, peut-être avec James Bond. En tout cas, mon super-héros préféré parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il est. Mais moi, j'aimais Zorro, si tu veux, tu vois, le Guy Williams. Oui. Et en fait, c'est très proche, puisque Batman, c'est Zorro qui l'a inspiré, quoi. Exactement. Et puis, il va voir Zorro avec ses parents le soir où ses parents se font tuer de balai. Ouais. Donc, c'est très important. C'est le même personnage, effectivement, Don Diego de la Vega et Bruce Wayne. Moi, j'ai été frappé dans les deux films de Tim Burton à quel point c'était proche, en fait, de la série télévisée des années 60. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, en fait, on a l'impression qu'il a pris la série des années 60 et qu'il l'a mélangée au cabinet du docteur Caligari. C'est ça, exactement. C'est complètement camp. Moi, je trouve que c'est plutôt ceux de Schumacher qui sont proches de la série télé, moi, je trouve. C'est vrai, mais tu retrouves également Burgess Meredith qui veut être maire dans un des épisodes. Il y a plein de choses en plus. Oui, mais l'esthétique est très différente, c'est très sombre. Ah oui. Bien sûr, mais je te dis, c'est la version gothique, c'est la version expressionniste allemand de la série télé, pour moi. Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est un film qui est très, 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 très en studio, très enfermé. Et on a l'impression que, j'ai compté le nombre de conférences de presse, il y en a 7. On a l'impression qu'on revient toujours sur cette place de Gotham. Et ce film a un côté un peu claustrophobique qui fait aussi par moments son charme parce que le repère du pingouin est un set absolument magnifique, félinien énorme, comme on n'en voit plus aujourd'hui puisque tout est fait en fond vert. Et il n'y a plus qu'effectivement Tim Burton, parce que jusqu'à Alice au Pays des Merveilles, son pire film, il tournait uniquement en décor, en studio et il faisait construire les sets. C'est pas son pire film, il a fait bien pire, je trouve. Moi. Tu as Alice au Pays des Merveilles ? Ah oui, il a fait La planète des singes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Les trucs là, avec Eva Green, là, comment les enfants pérégrines, c'était affreux, ça. C'était pas terrible, effectivement. Il y en a un qui était moins mauvais qu'on ne le dit, c'est Dark Shadows. Ouais, Dark Shadows, il est bien. Ouais, moi celui-là, j'avais trouvé ça pas mal. Ouais, et le machin à la chocolaterie, là, j'avais pas aimé non plus. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui est très anglo-saxon. Tu avais aimé celui de... Et Dumbo, attends, t'as vu Dumbo? Ah ouais, non, mais terrible, Dumbo, c'est très mauvais, effectivement. Ça, c'est fini. Il est totalement en pilotage automatique et son esthétique est très démodée aussi, ce côté gothique, ce Tim Burton. Maintenant, tu as les Guillermo del Toro, tout ça, qui sont un peu dans le même truc aussi. Moi, je trouve que c'est des esthétiques proches. C'est vrai. Ce côté gothique, effectivement. Nightmare Alley, là, que j'aime bien, moi. Mais, je ne l'ai pas encore vu, mais Tim Burton, il aurait pu faire ça à un moment aussi. Ouais, mais il a rarement été dans des sujets très adultes ou très hard. Je veux dire, le plus dramatique qu'il ait fait, c'était Ed Wood, peut-être son meilleur film. Il devait faire, moi je me souviens quand on l'avait vu avec Michel pour Batman 2, là, il devait faire le film qu'a fait Stephen Frears après, là, qui s'appelait Mary Riley. Ah oui. Le truc sur la servante du docteur Jekyll, tu sais. Avec Julia Roberts et John Malkovich. Voilà, lui il ne voulait pas le faire avec Julia Roberts, je ne sais plus avec qui il voulait le faire.
Avec mais, Helena Bonham Carter. Non, il n'avait pas encore. Non, il était avec Lisa Marie à l'époque. C'était Polanski au départ qui avait commencé à développer ça pour Jack Nicholson en Dr Jekyll et Emmanuel Seigné en Marie Reilly. Tu vois, c'était peut-être pas idéal. C'était un film très raté, mais j'ai entendu parler d'un projet de Dr Jekyll et Mr Hyde avec Pacino écrit par David Mamet. Tu as entendu parler de ça? Ouais. Non. J'imagine. Wow. She's got a great ass. Mais Tim Burton, si tu veux, ouais, c'est un mec qui. Enfin, moi, je me souviens quand même quand on l'avait vu la première fois, tu as l'impression de voir une sorte de mélange d'Alice Cooper et de. Enfin, il avait les cheveux, je me souviens jusque là, il était hyper maigre. C'est Alice Cooper au Pays des Merveilles. Ouais, c'est un drôle de bonhomme, mais il a beaucoup de mal en fait à parler, quoi. Moi, c'est ça qui m'avait frappé, quoi. Il parle très mal, quoi. Il est pas. Ouais, mais depuis l'adolescence, il est ce côté misfit, comme on dit en anglais. Il se voit en Edward Scissorhands. Quand tu fais un film, tu dois quand même diriger des gens et tout ça. Et je me demandais vraiment comment. Enfin, j'aurais bien voulu voir je suis pas sûr, il doit y avoir des images de tournage, j'imagine, mais tu te demandes quand même comment un type qui arrive aussi mal à articuler sa pensée peut diriger des équipes aussi énormes. Tu vois, alors il doit y avoir des assistants. Mais... C'est-à-dire qu'il arrive avec ses dessins déjà aussi et son univers, son film est très découpé. Donc il est à la manière d'un Ridley Scott, il dessine beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il amène un dessin du pingouin à Danny DeVito avant le casting. Il lui montre ce qu'il veut faire avec. Ouais. Donc, les acteurs sont séduits par cette espèce d'artiste maudit un peu fou. Ça leur change d'un faiseur plus hollywoodien. Ils ont l'impression de travailler avec un génie. Ils sont contents. Les années 70, donc, Neil Adams, le Batman redevient dark. Le Joker redevient dark. C'est le Batman de Philippe qu'on a vu. Ensuite, les années 80. Donc, on a vu le Batman avec Jack Nicholson, un Joker un peu grassouillé. Je ne suis pas très fan du film non plus. Ensuite, Schumacher. Ça, c'est le point le plus bas de la série, le nadir. Vogue le nadir et le Naveva en parlant de Fellini et le pire étant le deuxième Eyes to See You, Batman and Robin. Ah oui. Avec Schwarzenegger en Mr Freeze. C'est un vrai nanar. Oui, c'est vrai. J'ai lu récemment que Matt Reeves, le metteur en scène du nouveau The Batman, qui ramène le pingouin avec Colin Farrell et Catwoman avec Zoe Kravitz, a envie d'intégrer Mr Freeze dans le prochain ou dans un des futurs Batman. Donc comme maintenant ils sont très ancrés dans la réalité, ce sera probablement juste un mec qui a froid tout le temps. Son super pouvoir, c'est d'être enrhumé. Qu'est-ce que vous pensez des films de Nolan? Tu avais l'air de dire qu'il n'a jamais eu de bon Batman, et moi je suis quand même assez fan du Dark Knight. Petit bougre, Philippe. Moi j'aime bien. Je suis pas fan. Je suis pas complètement enthousiasmé. C'est toujours extrêmement long et extrêmement filandreux. Très prétentieux. Oui, c'est ça, c'est un peu prétentieux, mais c'est pas déplaisant. Et puis, les images, les effets spéciaux, tout ça, ça me va, tu vois, mais c'est vraiment un peu long, quoi. C'est pas nul, mais je sais pas, il y a des gens qui te parlent de Dark Knight comme si c'était le Parrain 2, tu vois, quoi. Peut-être pas, mais il y a quand même une performance au centre de ce film d'un acteur du nom de Heath Ledger qui était quand même assez exceptionnel. Oui. C'est bien, mais enfin, c'est Batman quand même, c'est pas Shakespeare, tu vois. Moi, je trouve que Tim Burton, il y a un côté un peu clownesque, enfin un peu presque félinien, surtout dans le deuxième, fantasmagorie. Moi, j'ai du mal avec Batman fait dans la rue, tu vois. T'as l'impression d'être dans un Michael Mann, là, je sais pas, ou dans Heat. Sa référence première était Heat, effectivement, ouais. Mais moi, j'aime pas tellement ça. J'aime bien quand c'est un univers comme ça, complètement recréé en studio. Je trouve qu'il y a un côté fantasmagorique, expressionniste. Et qu'est-ce que tu penses de la direction? Donc, tu vas pas aimer le prochain de Matt Reeves, qui est, lui, Seven avec Batman dedans. Ouais, mais il y a un moment où t'en as un peu marre, quoi. C'est-à-dire, c'est tous les 2 ans, là, il te redémarre Batman, ou tous les 3 ans, là, ça devient, mais... C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un truc, il y a un problème quand tu veux ancrer ce personnage dans la réalité, c'est que dès que tu vois ce personnage arriver avec ses oreilles de chauve-souris et son costume, c'est pas possible. Ben oui. Et Christian Bale, là, je trouvais, moi, qu'il était nul. Quand il prend sa grosse voix, là, pour montrer qu'il est Batman, enfin, pour faire peur, là, c'est grotesque. Alors que c'est un comédien, moi, que j'aime bien dans d'autres films, tu vois. Mais... He must have friends. Mais Dark Knight, tu as tout un côté quand même vachement
un petit peu quand même prétentieux là, sur tout le discours final là, de Gary Oldman. Là, c'est un justicier, un watchman, je sais pas quoi. Là. Enfin, Ce n'est pas le justicier dont nous avons besoin, c'est celui dont nous voulons. Ouais, c'est compliqué. C'est super prétentieux. Quoi. Ouais, mais enfin, moi j'ai été frappé quand même par Heath Ledger. Je trouve que c'est remarquablement filmé par Nolan et ça reste un de mes films de super-héros préférés. J'aime beaucoup moins Batman Begins, j'aime beaucoup moins le deuxième aussi, le troisième, pardon, The Dark Knight Rises. La mort de Marion Cotillard, qui est une des morts les plus ridicules au cinéma. Mais j'avais bien aimé quand même Tom Hardy en Bane. Parce qu'on le voit pas. C'est pas nul, on dit pas que c'est nul, tu vois, mais je trouve que les Batman de Nolan, on les a mis à un niveau, tu vois, il y a des gens qui t'en parlent comme si c'était des Kubrick ou des Coppola de la grande époque, tu vois. J'ose même pas vous demander ce que vous pensez du Batman de Snyder, alors. Batfleck. Oh là, non, mais ça, oh la vache, oui, celui-là. Ils avaient poussé le principe de l'armure, tu sais, à la place d'un costume de super-héros, où le mec pouvait même plus bouger, quoi. Il pouvait même plus marcher. Mais ça, c'est dans The Dark Knight Returns, cette armure qu'il a, c'est un truc de Frank Miller, l'armure qu'il a à la fin. Ouais. Ceci dit, en parlant de non-mobilité, effectivement, Michael Keaton, qui à mon avis est peut-être le meilleur Batman, parce qu'il est fantastique dès l'instant où il a le costume, il est vraiment très impressionnant, je trouve, mais il peut absolument pas bouger son cou. Et on voit qu'il est incroyablement limité. C'est une Minerve qu'il a. C'est ça. D'ailleurs, tu vois, quand il se retourne vers quelqu'un, il y a les yeux qui bougent, mais pas la tête. C'est ça, c'est Robocop. Il n'arrive pas. On voit que dans le dernier, ils lui ont mis un casque de moto carrément pour qu'il ait justement le mouvement de son cou. Tu as vu ? C'est beaucoup plus proche de Daredevil en fait, comme costume. Mais je pense que Robert Pattinson est un choix intéressant et j'ai envie de voir ce que fait Colin Farrell, qui est méconnaissable dans le rôle du pingouin, mais qui a refusé de prendre du poids et qui a mis un fat suit parce qu'il ne voulait pas s'abîmer à la santé, à la manière d'un Tom Hardy ou d'un Christian Bale qui ont fait tellement de yo-yo de poids qui se sont vraiment abîmés la santé entre les rôles, quoi. Le plus étonnant, c'est Jared Leto qui avait pris 100 kilos pour jouer le rôle de l'assassin de John Lennon et personne n'avait vu le film. Ça, c'est dur. Mais sans plus tarder, revenons à nos chatons dans un chapitre que j'intitulerai Catwoman sur un toit brûlant. 89 triomphe, Batmania, énorme. Warner Bros. Met les décors dans des entrepôts pour $250 000 parce qu'ils veulent dès le début faire une suite et Tim Burton est sur le toit du monde tout d'un coup. Ça lui permet effectivement d'imposer un film beaucoup plus gothique, beaucoup plus proche de son univers et d'amener une fois de plus des méchants qui sont beaucoup plus charismatiques que Batman, puisqu'on avait vu que Nicholson, aussi grotesque soit-il, avait volé la vedette du premier. C'est un petit peu le cas une fois de plus avec Catwoman et le Pingouin. Burton n'est pas intéressé au départ, il veut faire Edward Scissorhands, qu'il fait entre les deux films, et il fait Edward Scissorhands pour la 20th Century Fox. Vous aimez Edward Scissorhands, Laurent ? Ah oui, beaucoup. Oui, moi j'aime beaucoup. J'ai pas revu depuis des années, je m'en souviens plus du tout. Ouais, c'était un très bon film, effectivement. C'est son meilleur, moi je trouve. Ouais, moi mon préféré c'est Ed Wood. Ed Wood, ouais, c'est magnifique Ed Wood. Ouais, Martin Landau, je trouve bouleversant. C'est filmé beaucoup plus neutre, moi je trouve. C'est moins stylisé. C'est vrai, mais c'est vrai que j'aime bien les films modernes en noir et blanc. Et celui-là a quand même une patine. Et ce qui était joli dans Ed Wood et qu'il n'y a pas dans le Batman Returns, c'est qu'il y avait un regard respectueux et émouvant sur les freaks. Alors que dans Batman Returns, c'est vraiment un freak show permanent avec des. C'est vrai, mais ceci dit, ce sont les freaks qui ont toujours le dessus, parce que ce soit Batman ou ça, quand il mord le nez de ce consultant et qui se met à pisser le sang de son nez, c'est les squares contre les freaks, comme on dit, tu vois, c'est les monstres contre les gens normaux, ce qui était déjà le cas de Edward Scissorhands. C'est toujours Tim Burton qui se voit comme un paria de la société. Bob Kane est consultant créatif sur le film. J'ai fait des photos de Bob Kane pour un magazine défunt. Il habitait à West Hollywood dans un petit appartement modeste. Et il était très sympathique et il avait plein de tableaux peints par lui, de Batman chez lui. Pour ce magazine, j'ai photographié 3 personnes. Il n'était pas richissime. Moi, je l'imaginais dans un truc genre Wayne Manor. Tu vois. Il était frappé. C'était pas du tout le Wayne Manor. C'était un bachelor pad. Tu vois, c'était vraiment un petit appartement, un condominium, comme on dit. Et pour ce même magazine, j'avais pris des photos aussi de Rod Steiger et plus tard de Russ Meyer. J'ai rencontré Russ Meyer. Génial. Tu as rencontré Russ Meyer ? Russ Meyer, dans la vallée, chez lui. Ah ouais. Et il avait aussi une espèce de petite maison très modeste, avec son garage dans lequel il s'était fait une espèce de gymnase de fortune. Et il avait ce corps américain, tu sais, où ils ont des marcelles avec un petit ventre à bière et des bras musclés.
Et Bob Kane, il s'est fait arnaquer alors? Il n'est pas multimilliardaire avec les droits de Batman? Bob Kane se serait fait Ken? Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou bien il a choisi de vivre une vie plus monacale, mais je me rappelle d'un appartement qui était tout à fait normal, qui ressemble à nos appartements, et pas du tout, comme tu le disais, à Xanadu ou à la maison de Scarface à la fin. Il paraît qu'il y a un des producteurs de Batman, là, John Peters, qui vit dans une sorte de Wayne Manor. Là, c'est ce que raconte Kevin Smith, tu sais, quand il y a une vidéo sur YouTube où il raconte qu'il écrivait un Superman pour John Peters et qu'il allait chez lui pour lui raconter, parce que John Peters est illettré, il ne sait pas lire, tu vois. C'est vrai. Hein, c'est génial, cette vidéo est magnifique sur Donc YouTube. il demande au mec de venir lui raconter, tu vois, le scénario, de lui lire. Et c'est vraiment, enfin, Philippe, si tu l'as pas vu, c'est vraiment un truc à se faire de rire. Hein. Et donc, il racontait que c'était une espèce de palais à la Citizen Kane, tu vois, une sorte de... Rosebud. Non, mais c'est étonnant. D'ailleurs, c'est le Superman avec Nicolas Cage, celui qui verrait jamais le jour, c'est ça? Je sais plus. Ouais, je crois que c'était celui que devait faire Tim Burton. Oui, c'est ça. C'est Superman Lives. Il y a un fantastique documentaire qui s'appelle The Death of Superman Lives, d'ailleurs, qui raconte toute l'épopée non seulement de Kevin Smith, mais de Tim Burton. Et c'est Christopher Walken qui devait faire le méchant, qui devait faire Brainiac. Ouais. Et au départ, Tim Burton ne voulait même pas rencontrer Christopher Walken pour le rôle de Max Schreck parce qu'il avait peur de lui. Il avait peur que ce soit un type difficile à diriger. et finalement, il deviendra ami puisque c'est lui qui fait le cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Pas un de ses plus mauvais non plus. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est un hommage au film de la Hammer et c'était plutôt bien fait. Le scénariste du film dit que les véritables méchants du monde ne portent pas fatalement des costumes. Donc, effectivement, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que Shrek m'a énormément fait penser à Trump et le pingouin aussi. Je trouve que Trump est un mélange de Shrek et du pingouin. C'est vrai. Cela dit, c'est un personnage, le méchant de ce Batman Returns. En fait, il est scindé en deux. C'est un petit bout le pingouin, un petit bout Shrek. Un des deux et deux trop, je pense. Mais il y a deux méchants qui se complètent sans s'apporter l'un à l'autre. Enfin, tu vois, il y a une espèce de dédoublement inutile, je trouve. Ouais, c'est vrai. Une fois de plus, au départ, la production voulait David Bowie pour le rôle de Max Schreck. Il refuse. Et tu avais vu qu'il voulait également David Bowie pour le rôle de Max Zorin dans A View to a Kill. Oui. À chaque fois qu'on veut David Bowie, on a Christopher Walken, en fait. C'est pour ça qu'il a les cheveux jaunes dans le Bond. C'est que Bowie devait avoir les cheveux jaunes à l'époque aussi. C'est ça. Ils l'ont proposé successivement à Bowie et ensuite à Sting. Et enfin à Walken. Et ben Sting, il devait faire Subway. C'est aussi pour ça que tu as Christophe Lambert qui a les cheveux jaunes. Tu vois, c'est drôle. Il passer une lignée entre Christopher Walken à Christophe Lambert. Tu vois. Ce qui est extraordinaire, c'est le fils de Christopher Walken, Chip. Pourquoi est-ce qu'ils ont casté un bodybuilder, t'as vu? Je sais pas. Je ne comprends pas ce personnage. C'est aberrant. En plus, il essaye d'imiter Christopher Walken avec sa voix, et c'est très étonnant. C'est l'acteur qui jouerait, je crois, Leatherface dans le remake de Massacre à la tronçonneuse. Ah, d'accord. Ouais, de Marcus Nispel. Donc, c'est un type gigantesque, et il a une tête de plus que Christopher Walken, et c'est un culturiste. C'est très étonnant d'avoir casté ce type. C'est encore une folie. De toute façon, Tim Burton, lui, comme il s'intéresse aux freaks, c'est lui qui a dû insister pour multiplier les méchants, les personnages peu monstrueux, et puis que Batman, du coup, se retrouve un petit peu relégué en personnage presque secondaire. Hein. C'est ça, mais tu parlais de Fellini, c'est la même tératophilie que Fellini, ça rime. Mais nous, quand on l'avait interviewé, il nous citait ça comme une référence, que c'était, pas de Batman, mais que c'était un de ses cinéastes préférés, tu vois, parce que c'est aussi, Fellini, c'est un type qui dessinait, tu vois, et qui concevait ses films d'abord avec des dessins, ses personnages. Ouais. On peut imaginer effectivement le Casanova de Fellini comme un dessin de Tim Burton. Je ne sais pas si Fellini aurait fait un Batman, tu vois, mais il paraît que René adore les trucs de super-héros. Ça aurait été curieux de voir ces mecs faire un film comme ça, tu vois. Fellini a eu longtemps envie de faire un projet inabouti de Mandrake le magicien avec Marcello Mastroianni. Mais moi, je voudrais que Wes Anderson fasse un Spider-Man, mais de Steve Ditko, tu sais, années 60, juste dans des cases. Moi, j'aime pas Wes Anderson. Non, je ne suis pas très fan non plus, effectivement. Mais parlons un peu plus de casting dans un chapitre intitulé « T'es OK, t'es bat, t'es in ». Michael Keaton revient. Il a beaucoup souffert sur le premier film et il accepte de revenir à condition d'être très peu dans le costume. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup plus de présence de Bruce Wayne et ce costume est un calvaire à porter.
Donc, il dit, dans une interview, il a dit qu'il avait fait le film pour conclure un deal immobilier, pour avoir l'argent et conclure un deal immobilier, s'acheter une propriété quelque part aux États-Unis. Il n'avait pas aimé faire le premier film, Michael Keaton, parce que Nicholson lui avait volé la vedette. Puis je crois franchement que ça ne l'intéressait pas, Batman. Tu vois. Enfin, Oui, c'est ça. Et dans le deuxième, il demande à ce qu'on lui mette une braguette. Il n'avait pas de parce que les mecs, ils peuvent pas. Il paraît que c'est très compliqué. Si tu veux pisser avec ce truc, il fallait 2 heures pour l'enlever. Tu vois. Donc, il fallait carrément que tu pisses dans le costume, quoi. Comme un cycliste. Ouais, il paraît que c'était quand même très, très compliqué. Ah, mais on va parler tout à l'heure un petit peu du costume de Catwoman, qui est assez étonnant aussi. Keaton revient dans Dumbo, tu as vu, il y a à la fois Danny DeVito et Keaton, donc ils ont quand même dû avoir des bonnes expériences avec Tim Burton, ils doivent bien s'entendre avec lui. Ouais, il avait fait Beetlejuice, Michael Keaton, il est presque devenu connu grâce à Tim Burton. C'est ça, mais c'est grâce à ça qu'il avait pu l'imposer en Batman, et tu te rappelles le tollé à l'époque, où les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme qui se déplume? Comme Daniel Craig en James Bond. C'est ça, on en avait parlé déjà, mais effectivement, tout le monde avait des centaines de milliers de lettres. Ou Tom Cruise en vampire. En Lestat, ouais. Ou en Jack Reacher. Ouais, exactement. Jack Reacher, ouais. Il y a un nouveau Reacher qui ressemble beaucoup plus. Ils ont pris un mec, on a l'impression qu'il a mangé Tom Cruise. Mais c'est pas si mal. Hein. Moi, j'en ai vu 2 épisodes. C'est pas grandiose, hein, mais c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Moi, il y a un côté Banshee, un peu, tu vois, moins sexe et moins violent, mais tu vois, la petite ville un peu pourrie avec le mec qui débarque, on sait que tout le monde se méfie de lui. Enfin, en tous les cas, le type ressemble plus au personnage du livre, effectivement. Le mec est pas mal, moi je trouve. Enfin, tout le monde dit qu'il est nul, moi je trouve pas qu'il soit nul. Non, il est pas nul. Il a cette espèce de colosse avec un visage d'enfant comme ça. Il est très intéressant, je trouve. Ouais. Keaton est payé $10 millions pour le film. Burton pense qu'il l'ait mérité, donc il a dû être payé très peu pour le premier, pour Batman 89 à mon avis. Ah oui. Parce que Nicholson a pris tout l'argent. Même le budget cantine. Nicholson, il avait un pourcentage surtout, je crois que c'est qu'il a fait beaucoup d'argent sur les recettes. Après. Non, Nicholson a fait un deal effectivement qui ressemble un peu à celui que George Lucas a fait à l'époque de Star Wars, c'est-à-dire qu'il a pris les points sur les jouets, sur le merchandising, et ça a fait de lui un homme riche à vie. Nicholson est un type extrêmement intelligent, et c'est lui d'ailleurs qui conseille à DeVito de faire le pingouin, en lui disant tu vas voir. Ça va. En gros, tous les mecs qui jouaient dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi, tu vois. C'est ça, mais il y a 2 des fous de Vol au-dessus d'un nid de coucou, dont un autre dont Philippe va nous parler, car c'est son ami, Vincent Schiavelli. C'était mon ami de son vivant. C'était l'extraordinaire Vincent Schiavelli qui joue le joueur d'orgue. C'est ça. Avec un singe sur l'épaule. Et je me souviens, il a tourné dans mon film Mr. Frost pendant qu'il tournait Batman. Le deuxième de Batman Returns? Le deuxième, oui, parce qu'il tournait à Londres et il faisait des allers-retours à Paris pour voir des copains, etc. Et il est venu bouffer à ma cantine un jour et je lui ai dit, mais pourquoi tu tournerais pas un tout petit rôle comme ça? J'avais pas du tout prévu, tu vois. Il est venu, allez, top là, génial. Et après, il est reparti à Londres. Jean-Paul Salomé, avec qui j'ai travaillé, il avait fait un film dans lequel Vincent Schiavelli jouait aussi. C'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, Restons groupés, je crois. Mais un truc qui se passait aux États-Unis. Ouais. Et il paraît que Jean-Paul il m'avait raconté que c'était un gars adorable. Ah, il était génial, Schiavelli, génial. Complètement gothique en vrai. C'est vraiment la famille Adams, lui. C'était vraiment la famille Adams. Il avait une tronche, il était déformé un peu, non? Il avait une tronche. Non, oui, il avait une tête très longue, extrêmement longue, avec des dents un peu de rongeur. Oui, c'est un des fous marquants de Vol au-dessus d'un nid de coucou, au même titre que Michael Berryman aussi, le titre de La colline à des yeux. Et tu le vois dans Amadeus aussi, il est au début, quand on entend Salieri qui se suicide. Et c'est le fantôme qui apprend à Patrick Swayze à maîtriser ses pouvoirs dans Ghost. C'est ce qui est le rôle de sa vie d'ailleurs. Oui, il était formidable d'ailleurs, il était très très bien dedans. C'est un bon acteur. C'était un bon acteur. Vous avez vu que le père du pingouin est joué par Pee Wee Herman? Oui, et sa mère par l'étrange Diane Salinger. Exactement. Tu sais que c'est Burgess Meredith qui devait jouer le rôle. Du père? Du père, et malheureusement, il était trop malade pour le faire. Ah ouais, c'est con. Ouais, il aurait été fantastique. D'ailleurs, on voit le fume-cigarette du pingouin dans la bouche de Pee-wee. Il avait quel âge, Burgess Meredith? Il était déjà très vieux, non? Il est mort peu de temps après. S'il était trop malade pour le faire, c'est que c'était en fin de vie. Tu vois, c'était à l'époque des derniers Rocky. Et il était très vieux. Je crois que Pee-wee, à l'époque, Rubens, comment il s'appelle? Paul Rubens, je crois. C'est ça. C'était pas un moment où il s'était astiqué en public. Il était un petit peu indésirable partout. Et je crois que Burton l'avait pris là-dedans pour le relancer un peu parce que sa carrière était un peu finie, quoi. Bien sûr, non, il s'est grillé effectivement dans un cinéma porno de Floride.
Diane Salinger et lui, qui jouent donc les parents de Pingouin, ils étaient déjà dans Pee-wee's Big Adventure, je crois. Ah, c'est Elle jouait la possible, serveuse du restaurant. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais il ferait le premier film de Pee-wee et Tim Burton. Je crois que c'est son premier film comme metteur en scène, d'ailleurs. Mhm. 4h30 de maquillage pour le pingouin. Mhm. Ils arrivent à le descendre à 3h. C'est fou à quel point il est dégoûtant. Cette espèce de liquide bleu qui lui sort en permanence de la bouche. Il est, c'est inspiré aussi du personnage de London After Midnight, tu sais, Lon Chaney, et on est véritablement dans Freaks, là. Ils sont allés très fort, quand même. Il y a un côté Dickens un peu aussi, tu vois, avec son forme, genre Pickwick, où il y a une référence un peu Dickens, même dans la vision de la ville, tu vois. Absolument, mais quand il est dans ce cimetière, et ce nom Oswald Cobblepot est un nom qui sort d'un livre de Dickens aussi. Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que le fameux prologue là, avec les parents de Pingouin, on dirait que ça se passe au 19e siècle. Un peu, ouais. Mais le film est absolument... Tu peux pas dire à quelle époque ça se passe. Non. Mais c'est ça que j'aime bien, moi. Tu as cette architecture de Rodolphe Speer qui fait penser aux nazis, en même temps qu'à l'expressionnisme allemand, en même temps qu'aux années 50, Art déco, tout se mélange. Gaudi un peu aussi. Ouais, exactement. Vous savez qui était pressenti au départ pour le Pingouin, parce que c'est pas De Vito qui est le premier choix. J'ai lu plusieurs noms sur IMDb, je suis pas sûr qu'ils soient tous vrais, mais je vais vous les dire parce qu'ils m'ont fait rire. Bon, Dustin Hoffman, bien évidemment. Marlon Brando. Oh là. Là, c'est pas le pingouin, c'est la baleine. Bah justement, à propos, John Candy. Donc apparemment, il voulait un beaucoup plus gros pingouin. Ah, oui. Bob Hoskins, ça on comprend un peu mieux. Dean Martin. Alors ça vient peut-être de l'amour de Tim Burton pour les anciens entertainers de Las Vegas, parce qu'à une époque, il voulait même caster Sammy Davis Jr. dans le rôle de Beetlejuice. Donc il doit aimer le Rat Pack. Dudley Moore était pressenti, Alan Rickman, John Goodman, un autre gros pingouin, Phil Collins, Charles Grodin, Christopher Lee, Joe Pesci et Ray Liotta. Joe Pesci aurait été fabuleux. You think I'm funny? Mais après Scarface, le festival Michel Pfeiffer se poursuit dans Ciné 4 avec un chapitre intitulé « Tout le monde rêve d'être un chat ». Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat. Donc, au début, c'est Annette Bening qui est castée. Elle tombe enceinte de Warren Beatty, ton ami Warren Beatty, Laurent. Et Warren Beatty, à un moment, il était censé... il y avait eu des projets, je crois, de Batman bien avant le film de Tim Burton qui n'avaient jamais abouti. Ils avaient proposé, je crois, à Warren Beatty de faire à la fois Superman pour Richard Donner et puis de faire Bruce Wayne Batman à un moment dans un projet qui ne s'est jamais fait. Et il finirait par faire Dick Tracy. Annette Bening est obligée de se désister. Michel Pfeiffer demande $3 millions, $2 millions de plus qu'Annette Bening. Ça fait 8 millions de différence avec Michael Keaton, quoi. Exactement. Eartha Kitt jouerait le rôle à la télévision, entre autres. Ali Berry dans un très mauvais film dont on va peu parler. Zoé Kravitz le joue maintenant donc dans The Batman. Et Anne Hathaway l'avait joué dans The Dark Knight Rises. Elle était pas mal. Elle était pas mal, ouais. Elle faisait bien ce qu'elle avait à faire. Il y avait une autre Catwoman dans la série télé. Oui, c'est vrai, il y en a une autre. Julie Newmar. Ah ouais, exactement. Ça, bien sûr, la meilleure, la plus belle, effectivement, qu'on avait vue dans un épisode de Columbo avec Martha Landau en jumeau. Ouais. Elle était très sexy, quoi, à l'époque, Julie Newmar. Ouais, magnifique. Magnifique. C'était une athlète et elle était sublime en Catwoman. Au départ, Michelle Pfeiffer devait jouer Vicky Vale. Elle avait auditionné pour Vicky Vale, le rôle que jouerait Kim Basinger dans le premier. Mais elle avait eu apparemment une aventure avec Keaton et il s'était opposé à ce qu'elle soit castée dans le premier. Donc, dans le deuxième, apparemment, ça va mieux. Et d'autres actrices qui étaient pressenties pour le rôle, il y avait Suzanne Sarandon, Meryl Streep, dont Burton dit Ouais, Burton dit qu'elle était trop vieille. Demi Moore. C'est pas sexy du tout. Non, Demi Moore, Nicole Kidman et Sean Young. Vous connaissez l'histoire de Sean Young? Avec James Woods? Non, Sean Young, je crois, avait été engagée pour le rôle de Vicky Vale. Elle avait eu un accident de cheval. Et en fait, elle était arrivée après au studio habillée en Catwoman à l'époque du casting de Batman Returns, avec un costume qu'elle avait acheté dans un magasin d'Halloween, tu vois. Et elle avait essayé de s'imposer et elle s'était fait virer du studio, carrément. Je crois qu'elle avait une réputation un peu de cinglée. Ouais.
Mais toutes les actrices de l'époque sont pressenties pour le rôle. 2 des acteurs de Batman reviennent, et reviendraient d'ailleurs à travers la série. Michael Gough, l'acteur de la Hammer qui joue Alfred, Ouais. que je connaissais pas beaucoup, et Pat Hingle. Alors j'avais oublié à quel point l'inspecteur Gordon est inutile. Il fait rien. T'as vu, à un moment, Il est à peine filmé dans celui-là. mais c'est Droopy. T'as vu, il reçoit une chaise. Il reçoit une chaise sur sa voiture et il dit « Appelez Batman !» Il reçoit une chaise dans son pare-brise. Il dit « Appelez Batman !» Terrorisé. Mais il sert à rien. C'est vrai, il a un tout petit rôle. Ouais, ça c'était un petit peu ridicule. C'était un très bon ami de Clint Eastwood. On le voit d'ailleurs dans les films de Clint Eastwood, Pat Hingle. Ouais. Et un très bon acteur en plus. Et un très bon acteur en plus, ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'il faisait le père de Warren Beatty dans La fièvre dans le sang de Cazon. Alors, je crois qu'ils ont pas le même âge, mais vraiment, ils sont très, très à peu près du même âge, tu vois, quoi. Ah, c'est drôle. C'est comme Wilford Brimley, Ouais. Oui. qui avait 35 ans dans Cocoon. C'est dingue, ouais. À peine. Non, il avait un peu plus, mais c'est étonnant. Le tournage étant... Là, on voit la puissance de Burton et aussi de Keaton, c'est que le tournage est à Los Angeles. C'est plus en Angleterre, c'est plus à Pinewood. Ça coûte beaucoup plus cher, mais effectivement, ils veulent pas quitter leur famille. Tiens, anecdote, je te coupe. Anecdote Ouais. avant que j'oublie. Vas-y. J'étais à Los Angeles, moi, quand ils tournaient celui-là, ce Batman, et je suis passé devant les studios, tu sais, où ils tournaient les scènes du repère du pingouin. Ouais. Et c'est un énorme bâtisse gigantesque et gardé par des vigiles et tout ça, Des impossible pingouins. de s'approcher. Mais il y avait des immenses, qu'on appelle ça, climatiseurs Ouais. partout. Le bâtiment était couvert d'énormes climatiseurs. Ah ouais, C'était mais impressionnant à voir. Effectivement, les sets étaient réfrigérés. Ils ont beaucoup de pingouins sur le set. On voit que c'est Stan Winston, le grand Stan Winston, qui fait les effets spéciaux. Il y a beaucoup d'animatroniques aussi et des petites personnes dans les pingouins. Ils ont pris des nains aussi, ils les ont mis dans des pingouins. En particulier à la fin, on le voit dans l'enterrement du pingouin, tu sais, cet enterrement aquatique. Mais les pingouins sont apparemment très bien traités sur le plateau. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a les serpents, il y a les chats, bien sûr. Et d'un côté, on est obligé de garder les serpents au chaud et les pingouins au froid. Donc, c'est vrai qu'ils dépensent énormément d'argent pour s'occuper de ces pingouins. Plus de 60 costumes de Catwoman. $1000 le costume. Ah oui. Ouais. Et ils sont obligés vous savez ce que c'est vacuum sealed? C'est quand c'est ce que font les gens Oui. c'est très S&M comme univers, cet univers de Catwoman avec ces espèces de coutures sur son costume. Et ils sont obligés de la mettre dans son costume et après avec un aspirateur, ils aspirent l'air pour la sceller hermétiquement dans son costume en fait. Donc c'est terrible pour la pauvre Michelle Pfeiffer. Enfin, Michelle Pfeiffer, c'est ce qu'elle a fait de mieux, non? Elle est formidable en tous les cas. Je trouve qu'elle est plus convaincante en Catwoman qu'en Selina Kyle. Parce qu'il y a toujours ce syndrome de la belle femme qu'on essaye d'enlaidir avec des lunettes et un chignon, mais ça marche pas vraiment. Et, c'est son rôle le plus connu, non? Avec quoi, les liaisons dangereuses? Mais elle était formidable dans un film qui s'appelle Love Field. Oui, mais qui est pas connu, quoi. Tu avais vu, elle a une blonde platine qui arrive à Dallas le jour de l'assassinat de Kennedy. Et elle était vraiment fantastique dans ce film. Ah ouais. Et il y avait The Fabulous Baker Boys aussi, non? Oui, c'était bien, ouais. Mais elle a arrêté pendant 10 ans pour élever ses filles, je crois. Et elle recommence à faire du cinéma qu'assez récemment, en fait. Non, mais moi ce que j'avais entendu dire, c'est qu'en fait, elle était très, très mal conseillée. En fait, tu sais qu'elle a refusé Le Silence des agneaux aussi. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça avait été conçu pour elle au départ, parce que le metteur en scène avait fait un autre film avec elle, et c'était bien entendu avec. Married to the Mob. Married to the Mob. Et en fait, elle a dit, oh là là, c'est trop violent, non, je veux pas le faire, tu vois. C'est quand même... Alors, moi, je trouve que heureusement, parce que je suis pas sûr qu'elle aurait été aussi bien que Jodie Foster, tu vois. C'est vrai, tu as raison. Bo Welch, l'art directeur, le directeur artistique, remplace Anton Furst, qui avait créé ce magnifique Gotham, parce qu'il y a des choses qui étaient bien dans le premier film, qui sont Gotham City, la Batmobile, le look de Batman, et ça, on retrouve ça dans le deuxième film, et cette fois-ci, c'est Bo Welch. Anton Furst, c'est lui qui avait fait les décors de Full Metal Jacket aussi. C'était un type... En fait, moi, j'avais demandé à Tim Burton comment il l'avait recruté. En fait, c'est en voyant La Compagnie des loups de Neil Jordan, en fait, il avait beaucoup aimé ça. C'est pas du tout pour Full Metal Jacket. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un univers qui était très beau avec ces loups qui sortaient de la bouche de ces marquis. C'était très étonnant comme transformation. On n'avait jamais vu ça avant. Danny Elfman fait 90% du travail. Oui.
Je suis d'accord. Parce que tu as des travelling assez modestes dans des miniatures, et tout d'un coup, tu as cette musique épique, avec ces chants grégoriens et ces chœurs qui nous emmènent, qui nous transportent, et c'est magnifique. Mais c'est il y a un côté conte de Noël, hein. C'est ça aussi le côté Dickens, c'est que c'est une histoire en fait qui se passe. Le premier Absolument. Batman, ça se passait pas l'hiver, hein, je crois, ça se passait. Enfin, je me Non, souviens mais pas. c'est un Noël, c'est un film de Noël, Voilà. comme Eyes Wide Shut White Shot. et comme Die Hard. Je me rappelle, moi j'étais à Los Angeles à l'époque où le film est sorti, et il est sorti en plein été. Donc c'est très étonnant de voir ces affiches avec la neige, parce que c'est une affiche absolument magnifique. D'ailleurs, elles étaient tout le temps volées aux abribus, partout en Amérique. C'était une espèce de totem avec le chat, la chauve-souris et le pingouin, où tu les avais l'un au-dessus de l'autre, et c'était dans cet univers de neige. C'était très très beau, et toutes les affiches étaient volées les unes après les autres. Mais c'est un film d'été qui est un film de Noël, ce qui est assez rare. Bon, de toute façon, non, mais c'est que tous les gros films, ils les sortent l'été, tu vois. Enfin, Eyes Ouais. Wide Shut qui est sorti au mois de juillet aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Danny Elfman se brouillerait avec Tim Burton, vous avez vu? Non. Il voulait faire la voix de Jack Skellington dans The Nightmare Before Christmas, et il lui a pas laissé chanter. Pourtant, il a continué à faire ses musiques, non? Non, après c'était fini, et Elfman avait été très vexé, d'autant plus qu'Elfman était chanteur à l'époque de Ongo Bongo, son Ouais. groupe. Et Ouais. c'est pas lui qui a fait Dark Shadows et tout ça? Non, Ah bon? tu regarderas, je ne sais plus par qui il a été remplacé, mais il ne travaillerait plus avec Danny Elfman. À moins qu'il ne se soit rabiboché par la suite, mais je ne suis pas sûr. Je regarderai. Pourtant, ça me paraît tellement lié à ces films. Oui, c'est vrai, mais tu verrais que Ed Wood, c'est pas Danny Elfman qui fait la musique. Le Sleepy Hollow, tout ça, c'est lui encore, hein. Je te dis qu'ils ont vraiment. Enfin, je regarderai, je vais pas aller sur mon téléphone maintenant, mais je regarderai après l'émission. Beaucoup moins gros succès que le film de 1989. Le film est trop sombre, trop sexuel. Tu as vu, ils n'arrêtent pas. Le pingouin est en rut, c'est terrible. Il n'arrête pas de vouloir se jeter sur tout le monde de façon très sexuelle pour un film pour enfants. Soderbergh s'est plaint il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de sexe dans les films de super-héros. Ben là, justement, avec Tim Burton, il y va. Et on voit tout l'univers pervers dans la tête de ce petit bonhomme. Ah, ça reste quand même. Ouais, le pingouin est lubrique un peu, mais. Quand il parle de faire des tours avec ses mains à cette espèce de secrétaire, de cette consultante, ou qui lui dit I'd like to fill her void. J'aimerais bien remplir son vide. Et Nicholson faisait pas des trucs un peu comme ça dans le premier? Enfin, dans le Un premier petit peu. Batman. Nicholson était très en impro. C'est-à-dire que Nicholson, tu regardes chacune des scènes, on sent que les gens disent allez, ne coupez pas, il va faire un truc génial, les gars, ne coupez pas. Et à la fin, il fait un P et tout le monde rigole et applaudit. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on l'avait interviewé, je me souviens, il nous avait raconté en fait, que sur le premier film, il pouvait vraiment décider de pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire c'était Ouais. les deux producteurs qui décidaient de tout, quasiment. Bien sûr. Kim En Basinger, plus, Nicholson est un acteur, comme Sean Connery, directeur-proof. On ne doit pas leur donner beaucoup de direction. Kim Basinger, par exemple, c'était pas lui qui l'avait voulu, il nous l'avait raconté, parce que je crois qu'apparemment, elle sortait avec un des deux producteurs, avec John Peters, je crois. John Peters, c'est lui qui était coiffeur et qui a inspiré, entre autres, Shampoo, non? Oui, mais tu le vois dans le dernier Paul Thomas Anderson, c'est Bradley Cooper qui joue son rôle, quoi. Il est C'est assez ça, marrant, c'est ça. d'ailleurs. Il était avec Barbara Streisand. Mais c'est un mec complètement dingue, et puis complètement illettré, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il ne sait pas lire, hein. Et moi, j'avais lu les mémoires de Joe Esteras, qui sont d'ailleurs assez marrantes, hein, qui s'appellent Hollywood Animal. Et c'est lui, c'est la première fois qu'il avait lâché le truc, où il racontait qu'il écrivait pour Joe Esteras un scénar, pour John Peters un scénar, et qu'il s'était rendu compte que l'autre ne savait pas lire. Tu vois, Ça, c'est et fou. qu'il trouvait tout des tas de stratagèmes pour pas le lire, pour Je trouver me des rappelle mecs. dans l'émission de Kevin, dans le show de Kevin Smith, il raconte que John Peters voulait absolument une araignée géante dans Superman Ouais, et qu'il avait pas réussi, qu'il avait finalement réussi à la voir dans Les Mystères de l'Ouest avec ouais, Wilson. ouais. Wiki Wiki Wild Wild West. Mais Peters, c'est un mec qui a quand même, il y a des tas d'histoires qui circulent sur lui, enfin, qui est un quasi mafieux, tu vois. Ouais. Ouais, Et- non, c'est un personnage étonnant. qui est Ouais. immensément riche maintenant. Et en fait, sur les Superman, il avait un contrat qui faisait qu'il devait participer, enfin, il avait un droit de regard, mais en fait, personne ne savait comment s'en débarrasser, tu vois, parce que tout ce qu'il racontait comme idée, tout ce qu'il donnait comme idée, c'était débile, tu vois. Donc, et il s'est marié avec Pamela Anderson, je crois, ça a duré une semaine, non? Ou Ah 3 bon? jours, je sais plus, oui. Bah oui, il y a 2-3 ans, ou il y a 1 an, là, je sais plus. C'est drôle. De Vito reste dans son personnage entre les prises. Ça doit être quelque chose. Mhm.
Batman porte des Air Jordan 6 qui sont fusionnés avec son costume. Donc vraiment, Keaton a demandé à être beaucoup plus confortable que dans le costume précédent. Je sais qu'il y a une scène où tu vois qu'en fait, il a 25 répliques du même costume dans son armoire, je crois. Ouais. Oui. Il nous avait raconté aussi que c'était lui qui avait eu cette idée-là parce qu'il voulait que ce soit comme Elvis. Tu sais que le mec est carrément tout le temps le même uniforme, quoi. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est une bonne idée. Et le Batman de Ben Affleck me fait penser à Elvis vieux. Tu sais, avec les gens qui seraient en train de faire du karaté, avec les gens autour de lui qui disent « Oh, le King, tu fais vraiment bien du karaté, c'est extraordinaire. » Toute sa Memphis Mafia, tu sais, autour de lui. Pour moi, Ben Affleck, c'est Elvis vieux dans Batman. C'est ça qui était intéressant. Tu as vu, elle a un véritable oiseau dans sa bouche quand elle ouvre la bouche, Michelle Pfeiffer dans le film. Ah oui. Ouais, ça, c'est vraiment bien foutu. Vous connaissez Marlon Wayans? Oui. Il touche $100 000 pour le film parce qu'il devait jouer Robin dans une des moutures. Et finalement, il est coupé avant même que le film ne soit tourné. Et au moment de caster Robin pour Schumacher, il choisirait Chris O'Donnell. Mais il a quand même touché $100 000, Marlon Oui, Wayans. il nous avait raconté qu'il y avait eu des tentatives pour introduire Robin dès le premier et dans le deuxième aussi, et que c'est lui qui n'avait pas voulu, quoi. Burton. C'est ça, il était dans le deuxième, mais Robin était censé être un mécano dans un garage et il avait une salopette avec un R qui était comme son nom, tu vois. C'était ça son costume. Mais on verrait aussi que dans les projets de Batman qui n'aboutiraient pas, il y en avait un de Aronofsky. Il s'appelle Aronofsky, le type qui a fait Pi. Et, Ouais. Voilà, Darren Aronofsky. Vous avez entendu parler de ce projet? Non. Ouais. Ouais. Et tu sais qui il voulait pour faire Batman? Clint Eastwood. Oui, mais ça, c'était pour une version de Dark Knight Returns, vieux, mais dans sa version de Batman jeune, où Batman perdait tout son argent et se retrouvait dans un ghetto à essayer de reconstruire sa gloire passée, il voulait Joaquin Phoenix pour le rôle. Ah. Il finirait par jouer le Némésis de Batman, le Joker. Mais donc, c'était le premier qui voulait donner une couleur beaucoup plus réaliste, mais on voit que ça vient des bandes dessinées. Je ne sais pas si Tim Burton t'avait parlé à l'époque de The Killing Joke, la bande dessinée de Brian Bolland. Oui, enfin, vaguement, mais. Alan Moore. Parce que ça, c'est avec Miller et Moore, ce sont les gens qui ont commencé à amener Batman beaucoup plus vers quelque chose de plus adulte, en fait. Oui, mais ça, je crois que il y avait des mecs qui avaient écrit le scénario qui s'étaient inspirés un peu de ces BD-là, mais Burton, il est arrivé après. Sur le premier, Burton, il n'était pas là dès le début, hein, je crois. C'est un truc qui a été développé par les deux mecs, là, Peters et Goober, avec un scénariste qui s'appelait Sam Hamm et un autre qui s'appelait Warren Scarron, je crois, et qui est mort après. Et en fait, le premier film, c'était. Parce que moi, Brian De Palma, il me semble qu'il m'avait dit à un moment qu'on lui avait demandé, je crois, non, c'était Spider-Man, je me souviens. Mais enfin, ils ont envisagé des tas de metteurs en scène avant de trouver Tim Burton. Son fantôme of the Paradise est une espèce de super-héros avant l'heure. Un peu, ouais. Et puis je pense qu'il aurait pu faire un Batman pas mal de Palma, mais ça l'intéressait absolument pas, les super-héros. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu faire un fantastique Batman, effectivement. Say hello to my little Batarang! Keaton a refusé de faire Batman Forever. Ça suffit, le costume. Et on verrait que c'est Val Kilmer qui ferait le rôle. Il s'entendrait très très mal avec Joel Schumacher. Joel Schumacher le surnomme Psycho Kilmer, s'il le veut. Et Madonna a refusé de faire Catwoman. Tant mieux pour nous. Je suis assez d'accord. Elle jouerait dans le Tracy de. Ce que j'aime bien dans celui-là, moi, c'est qu'il y a un côté Batman chez Citizen Kane, un peu, tu sais. Ouais. T'as les élections, t'as le manoir de Wayne Manor, là, ça fait quand même un peu la Xanadu de Wells. T'as pas mal de références et t'as quand même tout le truc des élections. Tu penses beaucoup à Citizen Kane. C'est vrai. Et puis, il y a une beauté de voir Batman dans la neige. Je trouve que la neige, c'est déjà beau au cinéma. Ça, mais là, le truc de Citizen Kane avec la boule, de neige, là, le début de Batman, là, c'est avec le logo de la Fox, tu vois, on croirait une boule de Noël. Oui, tu parlais de conte de fées. On est tout de suite dans un conte de fées avec la musique de Danny Elfman et cet univers totalement. Et le côté biblique aussi, si tu veux, avec le couffin qui descend dans les égouts, ça fait vraiment penser à Moïse un peu, tu vois. Oui, et puis tu as noté l'âge du pingouin, il a 33 ans comme Jésus. Puis après, quand ils veulent tuer tous les bébés aussi, là, ça fait vraiment aussi les 10 commandements un peu. Ouais. De Vito a 46 ans sur le film. Et Keaton a 40 ans et Michelle Pfeiffer a 33 ans. Et ce début, quand même, avec ses origines du pingouin, je trouve que c'est une séquence assez exceptionnelle. Quand même.
Je m'en rappelais encore, et c'est vrai que c'est la quintessence. Ouais, tu remarques en fait que dès le début, enfin, le générique, il n'est pas sur Batman, tu vois, il est tout de suite sur un autre personnage. Donc tu sens franchement que c'est pas son centre d'intérêt. Et je pense que c'est ça qui n'a pas plu en fait aux grands fans de Batman, c'est que Batman, c'est supporting part presque là. Tu vois. Tu as raison, on est beaucoup plus proche de la famille Adams. Quand on est dans ce manoir au début, tu as l'impression de voir les dessins de Charles Adams ou The Monsters. Lui, moi, quand on l'avait interviewé, il nous en avait clairement parlé. Hein. Il nous avait dit que c'était sa référence, Charles Adams. Ah ouais, ça se voit énormément. D'ailleurs, il était annoncé pour faire à une époque la famille Adams, mais c'est pas lui qui le ferait. Et ces jours-ci, vous connaissez la série télé The Monsters? Non. Ouais. C'était une série comique aussi dans l'esprit de la famille Adams. Et là, c'est Rob Zombie qui est en train de le mettre en scène. Ah ouais. Et moi, ce que j'ai jamais bien compris dans Batman Returns, et je me souviens, on lui avait demandé, et lui-même, il nous avait dit en fait qu'il savait pas, c'est que en fait, Selina Kyle, elle meurt, quoi. C'est-à-dire, elle saute par la fenêtre, et c'est les chats qui la ramènent à la vie. Donc, ça veut dire que c'est quoi? C'est une zombie, en fait, alors. Justement, Oui, je voudrais m'expliquer. Expliquez-moi les origines de Catwoman, j'ai pas compris. Expliquez-moi. Il y a la façon dont les chats arrivent vers elle, tu sais. Parce que moi aussi, je me suis toujours demandé, c'est pas parce qu'ils lui mordent le bout des doigts qu'elle ressuscite quand même, tu vois. En fait, non, il y a un plan, mais il faut le voir, ça ne dure pas longtemps, où il y a un des chats qui s'approche très près de son visage. Elle est couchée dans la neige et il se colle pratiquement à sa bouche et il lui respire dans la bouche. Tu as un petit bout de buée comme ça, mais c'est très bref. Et je pense qu'elle lui a insufflé en fait une vie. Tu vois ce que je veux dire, comme les chats. Mais alors donc, on est dans le surnaturel tout d'un coup. Parce que complètement. c'est pas le cas de Batman. On lui avait demandé, il nous avait dit qu'il aimait ne pas savoir, quoi, de ne pas savoir si elle était morte, si elle était vivante. Et pour lui, ce n'était pas important parce que du coup, ça devenait quelqu'un d'autre. Quoi. C'est presque plus confusant qu'autre chose aussi quand même, parce qu'on se pose plus de questions que... Le gars qui a écrit le scénar est un mec assez particulier. Il est sur Facebook, d'ailleurs. Moi, je suis ami Facebook avec lui. Daniel Waters, tu vois, qui a l'air quand même très allumé. Mais tout le monde a l'air d'un zombie. Je veux dire, tout le monde a l'air que ce soit le gang des clowns. D'ailleurs, c'est bizarre que le pingouin ait un gang de clowns. C'est plutôt le Joker en général. Mais ils ont tous l'air de revenir d'entre les morts avec ces espèces de charbon autour des yeux, Tim Burtonesque. Et c'est tous des zombies, en fait. Mais tu as vu dans le jeu de Michel Pfeiffer qui est assez subtil, d'abord elle est blafarde, elle est blanche, quoi, la peau complètement blanche, et à des moments, tu as l'impression qu'elle perd de l'énergie vitale. Tu n'as pas remarqué dans son jeu? Elle a le regard qui dérive, elle soutient plus le regard de l'autre et tout. Elle a un côté zombie, quoi. C'est très clair dans son jeu. Elle est toujours très anorexique, un peu, si tu veux. Elle a un côté presque cadavérique. Oui. Mais elle est très mince. Hein. On l'avait vu déjà en maillot de bain dans Scarface. Oui, mais elle n'est pas très sexy, finalement, quand tu regardes bien. Quoi. Elle n'a pas de forme, tu vois. Elle est quand même extrêmement spectrale. Quoi. Ouais, c'est ça qui fait qu'elle est une Catwoman fantastique. En plus, elle a vraiment travaillé la gestuelle et le fouet. Tu as vu tout ce qu'elle fait avec son les fouet, autres, ils ont quand même vachement plus mis l'accent sur le sexe. Hein. Aussi bien Halle Berry dans le navet là, de Pitoff, comme dans Anna Thaoué, si tu veux, elles ont plus des formes un peu voluptueuses, alors qu'elle, je trouve qu'elle est extrêmement... moi, je trouve pas qu'elle dégage beaucoup de sexualité. Elle a un côté SM avec sa combinaison. Oui, elle a un côté poupée cassée aussi, tu sais, qu'elle cher. C'est pas Julie Newmar, tu vois, c'est pas les Catwoman plus sexuelles comme ça, plus sensuelles plutôt qu'on avait vu avant. C'est vrai, mais quand elle est dans ce personnage de secrétaire au départ qui a du mal à trouver un mec, c'est un peu limite quand même, je trouve. Pas très crédible. Le film se passe pratiquement toutes les scènes, je crois qu'il y a une scène de jour, hein, mais sinon c'est tout le temps la nuit, j'ai l'impression. Hein, absolument. Il y a un truc qui est bien fait, c'est comme elle fabrique son costume elle-même. Ouais. Parce que souvent on se pose la question. Les néons, tu sais, où tu as Hello There, et après elle casse tout et il y a Hell Here. Ouais, c'est fantastique. D'ailleurs, le moment où elle découpe son costume dans un machin en sky, on dirait, ça fait penser à Édouard aux mains d'argent un peu, t'as vu? Un peu, ouais, bien sûr. Les ciseaux qui courent partout comme ça. Oui, et puis ces griffes qu'elle a au bout des doigts sont un petit peu comme les ciseaux d'Édouard. Ouais. Le personnage du pingouin, il fait aussi beaucoup penser à Édouard aux mains d'argent, un peu. Ouais, c'est vrai. Ils font tous partie du même univers. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même eu beaucoup de budget pour faire un film qui est quand même pas très grand public, tu vois. Enfin, mais je trouve que c'est plus une suite de Edward Scissorhands qu'une suite de Batman. Je trouve. Oui. Ouais, un peu, ouais.
Mais ce qui est fascinant, c'est comme c'est un film de studio, tu vois, et qu'effectivement, il surveillait beaucoup parce que le premier Batman était quand même très bizarre et tout. Je trouve que c'est étrange que personne n'ait rien eu à redire d'un scénario aussi décousu. Oui, par exemple, pourquoi est-ce que Catwoman en veut à mort à Batman? Et je sais pas. C'est Shrek C'est qui l'a quand je te poussé dis. par la fenêtre, c'est pas Batman. Mais je sais, c'est décousu. De temps en temps, t'as une idée qui Je sais qu'il y a un surgit. autre, il y a un autre scénariste qui est arrivé après pour retaper parce qu'ils tu sais comment ils font. Il n'y a jamais un scénariste qui est responsable même s'il y en a qu'un de crédité, il y en a je sais pas combien qui viennent après pour écrire des trucs. Il y a un mec qui s'appelle Wesley Strick qui avait fait les nerfs à vif Ouais. de Scorsese, qui a écrit une version, je crois, après. Alors c'est peut-être aussi comme ça, pour ça que c'est un peu décousu, je sais pas. Mais de toute façon, les films de Burton, même le premier, hein, niveau scénar, c'était pas non plus. Ah non, non. Non, c'est des films qui vont nulle part en réalité. Il établit un univers, il envoie des dingos se castagner dans la rue, mais ça va nulle part. On n'attend pas que ça aille quelque part, si tu veux. Il ne filme pas très très bien l'action, en plus. C'est pas son point fort Ouais. à Tim Burton. Et c'est vrai Mais- que les motivations et les machinations des personnages sont difficiles à saisir, à comprendre. Et Nolan non plus, hein, dans le Batman Begins, moi je trouvais toutes les bastons, c'était mal filmé, quoi. Tu voyais C'est vrai, c'est pas le point fort de Nolan non plus. Alors que quand même la baston dans le hangar entre Batman de Zack Snyder avec Batman, elle est vraiment très très bien foutue quand même. Mm. Vous vous en rappelez pas apparemment, mais Non. c'était bien. Pas trop. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un gang de 7 clowns qui terrorisent Gotham, t'as vu? Mm. C'est très très petit en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas la place, vu que c'est toujours la même rue qu'on voit dans Gotham. C'est une rue de 200 mètres carrés. C'est difficile, quoi. C'est un peu comme le New York d'Eyes Wide Shut, tu vois, c'est toujours la même. Quand ils marchent dans les rues, tu vois que c'est toujours les trois mêmes boutiques, tu vois. Je me demande si ce serait pas un bon double feature Batman Returns Ah bah et ouais, White Shot. Oui, tiens. Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, il a un côté un peu zombiesque aussi. Tu sais, quand il marche tout seul dans les rues, tu pourrais le croiser là au détour de Gotham City, tu vois. C'est vrai. C'est un Noël un peu. Oui, et puis quand il a son masque sur le visage, c'est un masque de Ah oui. super-héros aussi, ouais, tu as raison. Mais il y a un bon visuel dans le film, c'est le canard du pingouin, le canard qui flotte. Mm. Ça, c'est Mais très ça quand je dis c'est décousu, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'un pingouin va faire avec un canard, tu vois, géant? Mais ça, c'est le danger qu'il y a également avec Terry Gilliam ou des gens qui font des dessins plus que des scénarios. C'est qu'en fait, on a un univers visuel qui est magnifique, mais pas toujours une histoire qui tient la route. Et ça se retrouve, hein, je te dis, moi, quand je vous disais qu'il n'était pas articulé, qu'il n'arrivait pas bien à parler, enfin, c'est un gars qui n'est pas à l'aise avec le littéraire. Hein, et avec le... Donc, en fait, lui, ce qui compte, c'est le visuel, c'est tout ce qui est les personnages un peu difformes, mais une histoire en elle-même, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Hein. Ouais, mais ça se sent un peu. Batman arrache son masque très facilement à la fin, vous avez vu? Oui, c'est du chamallow un peu. C'est du... C'est Mais ça, mou. ils le font aussi dans Spider-Man, c'est-à-dire que quand ils payent un type 10 millions de dollars, ils veulent pas avoir un masque, quoi. Ah ouais. Donc à un moment, ils se retrouvent à arracher le masque à un moment du combat pour voir la tête de Tobey Maguire. Mais on parlait du scénar, mais dans le premier, là, c'était quand même assez dingo. Là, ça marchait pas trop. Là, que Jack Nicholson, en gros, c'était lui qui avait tué les parents de Batman, c'est ça, non? Enfin, il y avait un espèce de truc. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionnait pas du tout. Tu sais Ça ce que fonctionnait tu sais pas ce que du ça tout. faisait? Ça faisait la version de trop de scénario, tu sais? Ouais, C'est ouais. une idée tardive où quelqu'un dit « Et si c'était lui qui avait tué les parents ?» Ouais, super idée. Tout le monde est épuisé et se dit ah ouais. Il y avait une seule chose de bien, c'est que l'acteur qui jouait le rôle du Joker John était mieux que Nicholson, je trouve. Il ressemblait plus au Joker de la bande dessinée. Mais moins cher. Nicholson, il était trop vieux, quoi, pour le. Trop vieux, trop gros. Je dis souvent que Jack Torrance était un meilleur Joker que Jack Napier. C'est vrai. La fin avec Catwoman, vous avez vu, elle a été rajoutée. C'est pas Michelle Pfeiffer, c'est une autre actrice parce qu'elle était prise sur un autre tournage et c'est parce qu'ils voulaient montrer qu'elle n'était pas morte et qu'il y avait éventuellement une suite possible. Mais cette espèce de baiser qu'elle fait avec le taser à Christopher Walken, j'ai pas compris ça non plus. Elle l'a électrocuté, elle s'est tuée avec. Oui, ça, mais en fait. c'est pas utile de l'embrasser. C'est pas utile de faire conducteur. Tu vois, il suffit de lui balancer le taser dans la bouche. Et en plus, je comprends pas très, très bien les 9 vies. Ça, c'est un truc que j'ai pas bien compris, mais c'est le côté. C'est les chats, tu sais, on dit que les chats ont 9 vies. Ouais. Bien sûr, mais je veux dire, là, tout d'un coup, pour la première fois, Batman bascule dans le surnaturel. Ouais. Mais Max Schreck, c'est déjà, tu vois, comme c'est le nom de l'acteur qui jouait dans Nosferatu, il y a un côté, il fait vampire un peu, Christopher Walken déjà. C'est vrai, il ressemble à Dracula à mort.
On dirait que c'est un marquis à perruque poudrée. C'est presque Lestat, tu sais, dans Interview Tu avec sais le à qui il ressemble? Il ressemble au vampire dans le bal des vampires. Un peu, oui. Christopher Lee, en fait. Mais c'est vraiment un rôle. Enfin, moi, je trouve il est dans le film souvent sans l'être. C'est-à-dire qu'il sert à rien. Ouais, le Max Schreck. Il aurait dû tout concentrer sur le pingouin. Je crois que dans une première mouture, Max Schreck était en fait le personnage de Harvey Dent. D'accord. Comme l'autre, il est dans les égouts tout le temps. Au début, il faut un mec qui soit en surface, quoi. Donc il met les deux méchants qui font un pacte comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un méchant de trop un peu. Clairement. Le fait que Walken prend quand même une importance au niveau du minutage assez importante, je trouve que ça empêche pas mal de Vito de s'épanouir dans le film. Tu vois, De Vito a des apparitions sporadiques où il fait absolument toujours la même chose, mais son caractère se développe jamais. Et je pense, c'est en gros à cause de la présence excessive de Walken. Ouais. Non, mais c'est clair qu'il y a un méchant en trop. C'est très possible, effectivement. Michael Keaton a été le vautour pour Marvel. Il a été Birdman dans un film que je n'aime pas beaucoup. Il revient, il rechausse et revient ces jours-ci en Batman. Vous avez vu dans non pas un film, mais deux. The Flash et Batgirl. Il doit avoir besoin de pognon. Ouais, il doit avoir d'autres deals immobiliers à faire. Bien, mes cinébodies, merci pour cette virée dans Gotham City. Batman Returns de nouveau ces jours-ci avec The Batman, comme on disait. Et nous aussi, très vite, avec une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, vos noms et vos catchphrases. Laurent Bachot, bonjour chez vous. Philippe Sedbon. Quack, quack, quack. Pour Abracadapod et Cinéchat, Jean Weber, signing off. You're both my number one guy. Jack Palance. Vous avez commandé un t-shirt de Batman pour l'émission, mais je ne l'ai pas reçu malheureusement. Encore un coup du Joker. Et bienvenue dans Cinéchat.